Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général, d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Guémin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plum Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, mais aussi de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous accompagnons et surtout nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métiers qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Audrey Sanchez. Audrey, tu es avocate en droit social à Paris 16e. Tu accompagnes au quotidien des dirigeants et des directions des ressources humaines de sociétés françaises et de grands groupes internationaux dans la gestion de leurs relations de travail individuelles ou collectives, de leur mise en place de politiques sociales à la restructuration d'entreprises. Notre sujet, préparer l'entretien annuel d'évaluation et gérer la sous-performance en gardant le sourire. Alors, l'entretien annuel d'évaluation, également appelé entretien de performance, est un processus clé dans la gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise. Il comporte plusieurs enjeux importants, tant pour les employés que pour l'organisation. Audrey, cet entretien est-il obligatoire? Embarque-t-il une notion légale à l'instar d'autres types d'entretiens? Eh bien, Corinne, assez étonnamment, il n'existe à ce jour aucune obligation légale pour l'employeur de mettre en place un dispositif d'évaluation professionnelle, sauf disposition conventionnelle contraire, et je pense à cet égard notamment à la convention collective de la banque. En revanche, l'employeur a le droit d'évaluer le travail des salariés dans le cadre de son pouvoir de direction. Il a le droit, et même j'ai envie de dire qu'il est recommandé qu'il le fasse. On voit en effet que le législateur impose à l'employeur de tenir tous les 2 ans un entretien professionnel avec chaque salarié, qui a pour but d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Et puis tous les ans, cet entretien professionnel a un objet particulier, tous les 6 ans, puisqu'il doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Le législateur a pris le soin de préciser que cet entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Et pour autant, on sait très bien qu'en pratique, l'entretien d'évaluation, qui est le plus souvent annuel, mais que certaines entreprises organisent en général 2 fois par an, voilà, est un temps fort pour l'entreprise. Peux-tu nous rappeler les enjeux de ce type d'entretien? Bien sûr, l'entretien d'évaluation permet d'évaluer les compétences du salarié et de faire avec le salarié le point sur le travail de l'année, fixer les objectifs et justifier ou refuser les augmentations de salaire. Bien sûr. Comment mener cet entretien à bien pour qu'il soit vraiment efficace dans le temps? Alors, certaines entreprises procèdent en plusieurs étapes afin que le temps d'échange entre le manager et le salarié soit réellement profitable. Concrètement, le manager va pré-remplir le support d'évaluation, puis le collaborateur le complétera à son tour et ensuite ils se rencontreront pour avoir un échange constructif à partir de la perception de chacun sur le déroulement de l'année, sur les éventuelles, difficultés rencontrées par le collaborateur, sur les résultats, les comportements que le collaborateur a mis en œuvre pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente. C'est également un temps de construction des objectifs pour l'année à venir. L'idée, c'est d'avoir un dialogue de qualité. L'entretien doit se dérouler dans des conditions garantissant calme et confidentialité. En temps normal, il est conseillé de prévoir l'entretien d'évaluation en présentiel, d'autant plus dans les situations sensibles. Bien évidemment, il peut se tenir à distance compte tenu de l'évolution des modes de travail. Dans ce cas, c'est bien de le planifier à l'avance, sur un créneau qui est compatible avec un échange de qualité, et puis, si possible, de favoriser la visioconférence par rapport à l'entretien téléphonique. Oui, bien sûr. Et y a-t-il des cas particuliers sur lesquels l'employeur doit être particulièrement attentif? Je pense à des personnels, qui ont été en arrêt de travail, en maternité, maladie ou autre.
à des collaborateurs en situation de handicap ou encore à des salariés en full télétravail. Tu en parlais là, donc sur l'organisation avec, visioconférence plutôt qu'un échange téléphonique. Mais, finalement, est-ce que l'employeur doit changer son attitude en fonction des cas particuliers? Bah, bien sûr, ces situations, elles impliquent un suivi particulier. Alors, c'est important de rappeler aux employeurs qu'ils ne peuvent exclure certains collaborateurs de l'entretien d'évaluation lorsqu'ils en mettent un en place dans l'entreprise, sous peine de discrimination pour certaines populations. Des managers, par exemple, peuvent penser que la collaboratrice en congé maternité ou le collaborateur qui a un mandat d'élu ou un mandat syndical n'est pas concerné par l'entretien d'évaluation. Et c'est un tort, parce que leurs chances de promotion professionnelle s'en trouvent nécessairement affectées. Alors, s'agissant plus précisément des salariés détenteurs d'un mandat électif ou d'un mandat syndical, il convient de veiller à ce que les objectifs soient définis et évalués exclusivement en lien avec leur activité professionnelle. L'activité syndicale et le temps qui y est consacré ne doit en aucun cas entrer en considération dans l'évaluation du collaborateur. Et là, j'ai une question qui me vient, à l'esprit. J'ai déjà eu le cas de collaborateurs qui ne voulaient pas faire ces entretiens. C'est possible ou pas, qu'un collaborateur refuse finalement de Alors, faire c'est possible, en tout cas, on ne peut pas contraindre un collaborateur, à avoir son entretien d'évaluation. En revanche, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au manager de compléter le support, d'inviter le collaborateur à plusieurs reprises à le compléter et de lui fixer dans son agenda, qu'on une réunion pour échanger sur le support et pour que son entretien d'évaluation, soit tenu, qu'on puisse justifier en cas de litige qu'on a bien invité le collaborateur à avoir ce temps d'échange. Par contre, évidemment, comme je disais, on ne peut pas le contraindre à y aller. Donc le document restera en l'état, mais au moins il aura été complété, par le manager et puis, j'ai envie de dire, la relation de travail, continuera. Mais c'est vrai qu'un collaborateur qui refuse de se rendre à son entretien, c'est que déjà, il y a une difficulté et je pense qu'on est sur, quelque chose de multifactoriel et potentiellement disciplinaire. Mais en tout cas, ce n'est pas le fait en lui-même de refuser de remplir son entretien qui va forcément conduire à une mesure disciplinaire. C'est plutôt le contexte dans lequel, ce refus, va, va être, heu, va être donné. D'accord. Tu parlais des objectifs et on entend souvent que les objectifs donnés sont ou étaient inatteignables pour de multiples raisons, hein, et que du coup, les éléments de rémunération variable qui s'y rattachent, éventuellement, ne sont pas, attribués. Donc cela génère de la frustration évidemment, hein, de la colère de la part du salarié. C'est inefficace au final et risque de démotiver les employés. Alors comment rédiger des objectifs, Mmh. heu, justes? Alors, pour éviter cet écueil, il est à mon sens préférable de procéder de concert, c'est-à-dire de faire en sorte que le manager et le collaborateur fixent le cap pour l'année à venir, ensemble. Les objectifs doivent s'inscrire dans le cadre de la fonction du collaborateur, mais également de la feuille de route et des priorités de l'entreprise. Pour chaque objectif, le manager et le collaborateur échangent sur les échéances, les résultats et livrables attendus, ainsi que sur les indicateurs qui permettront d'en mesurer le niveau d'atteinte. Je recommande toutefois d'organiser un dispositif dans lequel l'employeur aura, si je puis dire, le dernier mot, s'il y a un désaccord avec le collaborateur sur les objectifs fixés. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'éviter une situation de blocage. Oui, d'accord, toujours. Alors quels sont les risques encourus si les objectifs ne sont pas fixés au final? Ou alors pas clairs ou tout bonnement trop complexes? L'employé peut-il contester ses objectifs ou leur atteinte? Alors, il faut distinguer 2 cas. Celui où les objectifs sont fixés conjointement entre l'employeur et le salarié et celui où l'employeur les fixe unilatéralement. En cas de fixation conjointe, on aura une difficulté si aucun accord n'est trouvé. Dans cette hypothèse, l'employeur est nécessairement débiteur d'une prime sur objectif dont le montant sera fixé par le juge en fonction, par exemple, des critères visés au contrat de travail ou des accords conclus les années précédentes. En revanche, si les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ne sont pas clairement déterminés ou s'ils n'ont pas été fixés en début d'exercice,
l'employeur peut dans certains cas être tenu de verser l'intégralité de la rémunération variable aux salariés. D'accord. Alors, en termes de bonnes pratiques, les objectifs doivent-ils tenir compte des aspirations professionnelles de l'employé? Tu as commencé à y répondre tout à l'heure. C'est aussi une question de motivation et d'engagement, hein, donc tout ça, c'est un petit peu lié et puis auss surtout, au final, c'est une question de productivité. Donc doivent-ils, ces objectifs, tenir compte des aspirations professionnelles de l'employé ou doivent-ils s'en tenir à l'ambition de l'entreprise? Alors, lorsqu'il repose sur la performance individuelle du salarié, uniquement, les objectifs doivent tenir compte de ses compétences. Il ne s'agit pas de lui fixer des objectifs décorrélés de sa qualification, quand bien même cela correspondrait à ses envies. Il peut en revanche discuter de ses perspectives d'évolution professionnelle lors de son entretien professionnel, dont on discutait en début de live, et voir avec la RH si une éventuelle mobilité fonctionnelle est envisageable. Rien n'interdit par ailleurs de fixer des objectifs qui reposent à la fois sur la performance individuelle et sur la performance collective, au niveau de l'équipe par exemple, ou voilà, de faire un panachage, ou bien de fixer uniquement des objectifs en fonction de la performance collective. Cela se justifie d'autant plus lorsque les fonctions du salarié supposent un travail collectif. En tout cas, dans tous les cas, le maître mot, c'est de fixer les objectifs qui sont à la fois réalistes et réalisables. Oui, on parle d'objectifs, SMART. La rémunération est souvent, si ce n'est toujours, adressée durant cet entretien, hein, ce qui est normal. Comment démystifier cet aspect, souvent épineux de l'entretien et qui met, parfois, voire souvent, tout le monde mal à l'aise? Alors, l'entretien d'évaluation, parce qu'il porte précisément sur le bilan des compétences et de la performance du collaborateur dans l'année, a par nature des incidences en matière de rémunération, de déroulement de carrière et de formation. Donc, on va dire que le sujet pourra plus aisément être abordé en fin d'entretien, que ce soit par le manager directement, hein, ou par le collaborateur, en fonction de l'évaluation qui aura été faite. Et ce n'est pas parce que le salarié refuse de signer l'entretien que celui-ci n'est pas valide ou que la sous-performance constatée est infirmée. D'accord, intéressant. Finalement, comment peut-on gérer un employé en sous-performance? C'est souvent un sujet compliqué, hein, et puis c'est difficile d'affirmer que quelqu'un est en sous-productivité. Mmh. C'est finalement je pense, un jugement de valeur, qui peut être également très, très mal vécu. Toi, tu en penses quoi? L'entretien d'évaluation, il a le mérite de dresser un bilan de la performance du collaborateur pendant l'année écoulée et justement à cette occasion, il peut mettre en évidence un manque de compétences et d'aptitude du collaborateur dans l'exécution de ses fonctions. Mais il faut, entre guillemets, que le manager ait le courage de dire qu'il y a une difficulté, qu'il soit honnête dans son évaluation, sans pour autant que ses propos soient dénigrants ou outranciers ou dans le jugement de valeur, comme tu le disais. Il faut absolument éviter ça. Il est fréquent que les managers me disent qu'une situation interne n'est plus tenable et en fait, on s'aperçoit qu'elle ne l'est plus parce que depuis un certain nombre d'années, on n'a rien dit au collaborateur. Le collaborateur n'a pas été interpellé sur ses éventuelles carences, il n'a pas nécessairement conscience du décalage entre les attendus sur le poste et sa propre production. Alors le manager, comme je disais, ne doit pas être dans le jugement de valeur, il doit invoquer des faits objectifs, précis, vérifiables. Par exemple, sur le plan quantitatif, il s'agira de circonstancier un rendement insuffisant, une baisse des résultats. Et puis sur le plan qualitatif, là, c'est toujours un peu plus délicat. Il faudra remonter une difficulté, par exemple, d'organisation professionnelle ou, par exemple, on pourra remonter une façon inadaptée de manager pour un supérieur, pour un responsable d'équipe. Mais à l'inverse, on ne va pas reprocher à un collaborateur son manque de motivation, ou le fait qu'il n'aurait pas la confiance de ses équipes. Là, clairement, on est sur le jugement de valeur, c'est pas objectif, ce n'est pas précis, c'est difficilement vérifiable. Alors l'intérêt de poser le sujet de façon factuelle, c'est justement d'éviter que le collaborateur vive l'entretien comme une forme d'entretien à sanction disciplinaire. L'objectif, c'est qu'il prenne conscience des difficultés et qu'il soit ensuite dans une démarche d'amélioration. Parfois, il s'agit juste d'un sujet de formation du collaborateur. Parfois, il faut aller plus loin. Il faut mettre en place des dispositifs un peu plus importants. Je pense notamment à un plan d'action associé à un accompagnement étroit du manager, jalonné de points d'étape. D'accord, d'accord, merci. Alors pour finir, quelle serait ta recommandation, à nos auditeurs, dirigeants et RH?
Pour finir, j'aimerais, surtout insister sur le fait que l'appréciation de la performance, c'est un acte managérial. C'est important de s'en préoccuper et ça, c'est dans l'intérêt de tous. En effet, une sous-performance non partagée avec le collaborateur concerné nuit à la fois à son niveau de compétence et à son employabilité. Mais au-delà de cette situation individuelle, la sous-performance pénalise aussi les collègues et éventuellement le manager, qui seraient amenés à supporter une charge de travail plus importante, en raison de cette difficulté individuelle. Et enfin, plus largement, elle peut dégrader le collectif et l'image de l'entreprise auprès de ses clients. Oui, absolument. Eh bien, un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce moment avec nous sur le sujet important donc de l'entretien annuel, hein, qui vont certainement être planifiés dans les prochains mois. Merci Audrey pour ta précieuse expertise et tous ces partages. Vos questions n'ont pas été oubliées, nous y répondrons dès que possible, hein, dans les prochains jours. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bibuzz. En attendant, vous pouvez retrouver nos articles et les enregistrements de nos lives sur notre blog Plume Biz et sur notre chaîne YouTube. À très vite. Merci beaucoup.